30 octobre 1983. Vision. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit, mais au moment de me réveiller, on m'a montré un vêtement vert foncé semblait-il, complètement déchiré, à travers lequel on voyait la lumière. Une lumière très blanche, très brillante. C'est cela que je voyais plus que le vêtement. Tous ces trous de lumière qui étaient autant de déchirures. Entre parenthèses, le vêtement de la vie, entre guillemets. J'ai envie d'aller me cacher comme un animal blessé. Quand je ne sentirai plus les lambeaux, il n'y aura plus que de la lumière, peut-être. Ce 30 octobre, c'est l'anniversaire des blessures. On dirait que je suis née avec une blessure. Toi seul existes. Tout le reste, c'est de la douleur. Toi seul existes. Note dans la forêt. Je ne suis jamais descendue dans une douleur pareille. C'est peut-être l'origine du refus du monde. Un pourquoi terrible qui essaie de se fondre, qui essaie de fondre. 30 octobre 1983, 60 ans. Seigneur d'amour et de bonté, toi seul existes, toi seul existes. La mort est l'ultime aboutissement de ce refus. Un ange révolté a inventé la mort. Soir. Il faut traverser. 31 octobre 1983. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne comprends rien. Cet après-midi, il est venu une masse, en lettres majuscules, de puissance. J'ai cru que j'allais être désintégré. Cela semble monter d'en bas et donnait une sensation bleu foncé, mais je n'en sais rien. Quand c'est arrivé vers la poitrine et surtout la tête, c'était vraiment une sensation que tout allait sauter. Alors j'ai dit, le corps a dit, tu es l'amour, tu es la vie divine, la vie nouvelle, tu es la vérité, le soleil, et tout ce qui a peur ou qui craint en moi, c'est le mensonge et c'est l'ombre et c'est la mort qui ont peur pour leur vie. Là, j'ai vraiment senti qu'il fallait être tout droit, pur, sincère, absolument sincère, sinon c'est la fin. On ne peut pas vivre ça, supporter ça, s'il n'y a pas une totale sincérité centrale. Et tout mon être s'est offert, vraiment comme au moment de la mort. À toi, c'est pour toi que je vis, c'est toi que je veux servir. Il n'y a pas de mots. C'était comme une pointe de feu pur ou de glaive. J'étais vraiment prêt, c'était comme un test. Tu es le soleil, tu es l'amour, tu es la vérité, et tout ce qui a peur en moi, c'est l'ombre et c'est la mort qui ont peur de mourir. Puis cette masse a semblé s'immobiliser, se cristalliser. Ma tête était comme un bloc immobile au bord de l'éclatement. Au bout d'une heure et demie, j'ai arrêté, je n'en pouvais plus. Je ne sais pas ce que cela veut dire. Mais j'ai vraiment, sincèrement, tout offert. J'étais prêt à tout. J'ai une sorte d'impression, mais je n'en sais rien du tout, que c'est un travail qui se fait pour transformer le mental matériel. Ce mental dans la matière, la barrière, le gardien de l'espèce. Mais je ne sais pas vraiment. Je subis. On verra. Soir.
C'est difficile de mourir à petite dose. Mais ou bien c'est elle, la mort, qui mourra, ou bien c'est moi. Quand on arrivera au bout, si on arrive au bout, ce sera peut-être très simple. On aura simplement traversé des fantômes. Mais en attendant, ce sont des fantômes très triomphants et généralement sûrs d'eux-mêmes. Quelquefois, on ne sait pas si on est avec le diable ou avec Dieu, avec l'asile d'aliénés ou l'évolution future, avec la mort ou avec la vie nouvelle. C'est une situation dont on ne sait pas si elle est amphibienne, mais certainement ambiguë. Alors on comprend un peu l'énorme courage de Sri Aurobindo et de Mère quand personne n'était allé là. « 1er novembre 1983. On a l'impression de bouts de géographie épars, avec tantôt un morceau d'Amazonie, tantôt un morceau de Sahara ou un bout de canyon, mais on ne sait pas ce que c'est, cela n'a pas de nom. C'est de la géographie inconnue et quoi se rattache à quoi, on ne sait pas. Ce sont seulement comme des qualités de sol différentes. Vraiment, c'est le no man's land, une terre de personne. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il faut que le soleil entre partout, pénètre tout. Alors on tâche d'être aussi passif et perméable que possible. Quelquefois, tout un continent s'éclaire d'un coup de soleil, puis c'est un long cheminement, tortueux et menaçant. Après-midi, le pouvoir essaie de s'enfoncer dans des couches si compactes que c'est comme du minerai. Peut-être va-t-on à rebours dans l'évolution future, en remontant les couches jusqu'à... Point d'interrogation. Soir. Vision. La nuit dernière, j'étais en Russie et j'ai rencontré une personne avec de grands pouvoirs et des moyens considérables. Quelqu'un qui avait une grande autorité, comme pourrait l'être une reine ou une impératrice. Je ne voyais pas son visage ni rien, c'était seulement la puissance qui était là, ce que l'on pourrait appeler la Shakti de la Russie. Et je lui racontais la, entre guillemets, fin de mer. Elle écoutait avec beaucoup d'attention et d'intérêt, avec sympathie, et voulait tout savoir. Je lui disais qui était Mère, et surtout, avec une grande émotion, la fin, entre guillemets, de Mère. Étrange. La Russie écoute, entre guillemets, tandis que l'Amérique est bouchée et ne veut rien entendre, ou veut tout entendre et se trouve dans une grande confusion. Ce n'est pas la première fois que je rencontre des Russes qui écoutent. Je veux dire des personnages importants, comme cet homme du KGB avant la nomination d'Andropov. On a l'impression que la Russie absorberait Mère et Sri Aurobindo comme le salut. Quelque chose qui la sortirait de son impasse sans la reprécipiter dans les églises et les religions. Un vrai matérialisme dans le bon sens. L'évolution future de l'être, entre guillemets, humain. La vraie vie divine sur la terre. C'est en Amérique que je sens le diable, ou plutôt ces deux vilains diables des finances et des armements qui profitent de la confusion électronique et hypnotique du cerveau américain. Point d'exclamation, entre parenthèses. En fait, et en dépit des apparences, l'Amérique est bien plus matérialiste que la Russie. Dans le mauvais sens. Leur Bible, entre guillemets, est une petite sucette du dimanche, et leur moralité un cake de toutes les couleurs selon les occasions. Quant aux Français, ils baffrent
carrément. Mais il y a un cerveau chinois qui n'est pas embrouillé du tout. Je voudrais bien savoir comment le divin va s'en tirer sans sauter aux nues. 2 novembre 1983. Toujours dans cette couche de fer, c'est du fer vraiment, la lumière. Le pouvoir presse, et ça résiste. On a l'impression que rien ne rentre. On est simplement écrabouillé là-dedans et on ne comprend pas. Pourquoi ? Le soleil est si bon, la lumière est si bonne, la vie dorée est si bonne. Pourquoi ce refus ? C'est du non, en lettres majuscules, coagulé. Mais ce n'est pas possible que cela ne cède pas. Je bouche mes oreilles aux voix ennemies et je continue obstinément à offrir tout cela à la lumière et au soleil. Ils finiront bien par avoir raison. C'est difficile de comprendre pourquoi cela existe. À quoi ça sert ? Pourquoi pas le soleil, simple, bon, droit, pur, léger ? On dirait que c'est tout le monde qui résiste. Soir. Les premiers missiles américains, Pershing, sont arrivés en Angleterre. Note de bas de page. Non, c'est seulement l'équipement auxiliaire des missiles. Quand j'y pense, c'est dans la nuit du 22 au 23 octobre que j'ai vu Sri Aurobindo me montrer cette vieille boule de fer rouillée à laquelle on allait faire subir de la petite chirurgie. Et c'est le lendemain, le 24 octobre, que je suis entré dans cette barrière ou cette couche de fer qui ne cesse de résister. On se demande si cela peut céder en un point sans que cela saute partout, ou s'il faudra que tout saute. Pourquoi ce non et cette mort alors que la vie peut être si merveilleuse ? Et il y a quelque chose de tout à fait tordu dans la conscience de la terre ou des hommes. 3 novembre 1983. Ce matin, cette vieille douleur était là. J'ai fouillé tout mon terrain, creusé et creusé pour arriver à la racine de cette douleur. On s'enfonçait dans des profondeurs presque sans fin et toujours plus brûlantes, presque écrasantes. Toute ma vie passait devant moi, mais ce n'étaient pas les douleurs ou les blessures les plus évidentes qui blessaient le plus. C'était comme une blessure, avec un B majuscule, sans visage et sans moment. C'était peut-être comme un enfant qui courait dans le soleil avec toute son allégresse, sa confiance est perdue et puis il trébuche. C'est le noir, la douleur incompréhensible. Une foi ou une illusion qui s'arrache. Tout d'un coup, cela baie sur l'incompréhensible avec un I majuscule. C'est la vie, entre guillemets. Et ce moment, sans visage et sans lieu et sans temps, semblait descendre si loin dans le fond d'innombrables vies. Et c'était toujours pareil, un incompréhensible moment où tout chavire et passe du soleil à la nuit, de l'allégresse à la douleur. Des milliers de moments ou de vies pareilles, des milliers de visages ou de lieux qui chavirent au même point. Je m'enfonçais là-dedans à la recherche de la racine, avec un grand R, de la guérison, avec un grand G, du moment, avec un grand M, où tout pourrait se renverser dans l'autre sens. C'était difficile, périlleux,
comme un bord de précipice entre le soleil et la nuit. Et je voyais que tout ce nectar, cette merveille que j'ai connue, n'avait pas touché cela, n'avait pas guéri cela. C'était très triste. Je demandais et priais pour une vraie guérison. On avait l'impression que c'était la base même de la vie qui devait changer. Une première empreinte qui devait être effacée ou brisée, une première mémoire de nuit et de malheur qui devait être dissoute. Et on se demandait comment cela pouvait être dissous sans une sorte de cataclysme individuel ou de grâce avec un grand G, sans une sorte de mort et de renaissance. Une coupure. Un bond à faire à travers la nuit et la mort jusqu'à l'autre rive. Je ne sais pas. J'étais dans des profondeurs écrasantes entre la nuit et un rayon brûlant. J'essayais d'offrir cela à la grâce et au soleil. Et après tout, qu'était ce microscopique point dans l'univers et à travers les âges? Ce microscopique point essayait pour une fois de s'offrir au cataclysme divin ou à la grâce divine qui résoudrait le vieux malheur. J'étais là-dedans pendant 1 heure et demie. Puis j'ai arrêté, je n'en pouvais plus. Simplement, au lieu de se crisper sur soi dans une finale implosion, le vieux malheur essayait de s'étaler au soleil de la grâce divine. C'est comme toute l'histoire du monde, dans un homme et dans un moment. Tous les hommes ont cette même histoire dans leurs cellules et leurs chromosomes. Et ils dorent cela avec de la philosophie, des sciences ou de religion, mais c'est cellulaire. Si un microscopique point pouvait s'offrir, quelles que soient les conséquences, et tout de suite on rencontre le visage de la mort. Le nœud du malheur est là. On peut se dire, qu'est-ce que c'est de mourir? Ce n'est rien du tout. Des milliards et des milliards d'autres sont morts sans faire d'histoire. Et c'est très bien, c'est très facile. Mais on part sans avoir résolu le problème. Il y a quelque chose en moi qui ne veut pas partir sans avoir résolu le problème. Il y a quelque chose en moi qui ne veut pas recommencer dans ce genre de vie humaine si ignorante, si douloureuse, si futile. Non. Passer encore 50 ans de sa vie avant de s'y retrouver pour partir encore? Non. Résoudre le problème, cela veut dire changer la mémoire cellulaire de l'espèce, rien de moins. Pour être plus exact, c'est cette mémoire de mort qui doit changer. Après-midi. Étrange comme la vie nouvelle semble étroitement mêlée à la mort, entre guillemets, ou peut-être passée par la mort. Les deux choses semblent liées. C'est d'une densité assez terrible. Soir. Il y a une peine si poignante, presque déchirante au fond de mon être, et je ne sais pas pourquoi. Le vieux mensonge qui s'accroche, le vieux monde qui peine. Il faut traverser. Nuit. Une descente divine, mais si formidable. Vraiment, c'est la mort ou c'est ça? Et c'est ça. Tout s'est offert. 4 novembre 1983.
Hier soir, je me suis assis avant d'aller me coucher, et alors, j'ai déjà plusieurs fois subi des manipulations ou des pétrissages puissants, comme si l'on se trouvait dans un pétrin mécanique. Mais là, c'était un peu formidable, on pourrait dire brutal. C'était du pouvoir pur, sans l'ombre d'un sentiment. Le pouvoir à l'état pur, mais comme injecté sous pression dans le corps. On pourrait comparer cela à un jet hydraulique si fort que c'est une masse solide d'eau. Mais c'était du pouvoir solide. Puis cela s'enfonçait sous pression dans le corps et rien ne pouvait résister. On sentait que cette masse presque solide s'infiltrait à travers tous les tissus, les cellules, on pourrait dire les atomes, sous une pression fantastique qui pliait le corps en deux. Et quand cette masse arrivait au fond, entre guillemets, ou en bas, tout le corps se redressait d'un coup, comme gonflé par la puissance qui montait, et de nouveau cela descendait comme un pilon ou un boutoir irrésistible qui pliait le corps. On était aplati gonflé, comme si le jet de pouvoir ou la masse frayait son chemin innombrablement à travers tous les tissus et les cellules. Et alors l'opération s'est mise à prendre une allure mécanique et, chose très frappante, les poumons étaient actionnés automatiquement et puissamment. Ils se vidaient complètement pendant la descente du pouvoir, et quand le pouvoir arrivait en bas, il se gonflait à bloc avec la remontée du pouvoir. J'étais comme un accordéon ou un soufflet de forge. La respiration échappait complètement à mon contrôle, et tout était mu irrésistiblement par ce pouvoir presque mécanique, tandis que je me pliais en deux et me redressais, me pliais et me redressais. Si quelqu'un avait vu cela du dehors, il aurait été bien étonné par cette espèce de pantin mécanique. C'était presque violent, ou en tout cas brutal. Tu te laisses faire ou tu casses ? Au début, il y avait une sorte d'inquiétude ou de crainte semi-consciente parce que le corps se souvenait de ses difficultés cardiaques et il se demandait comment le cœur supporterait cette espèce de respiration forcée et de trituration. Mais j'étais décidé à ne pas lâcher. Adieu, Watt. Ça a duré 1 heure. Au bout d'1 heure, l'intensité semblait diminuer, c'est-à-dire probablement la résistance corporelle diminuait et le pouvoir passait plus facilement, tandis que les poumons se laissaient docilement dégonfler et gonfler. Ça devenait rythmique. Alors j'ai senti que cela suffisait et je suis allé me coucher. Humoristiquement, je pourrais dire que le corps était content de ne pas en être mort. Ouf, on a traversé. C'était ce souvenir des anciennes difficultés cardiaques qui me gênait. Mais on me donnait une démonstration. Tu vois tes craintes ? À quoi ça sert ? Toutes ces histoires médicales ne veulent rien dire. Ce sont les illusions de l'ennemi qui veut créer la peur pour garder son emprise. Et si tu as peur, tu meurs. C'est simple. Et c'est exactement ce que l'ennemi veut. Tu vas contracter ton cœur, et puis voilà. La mort, c'est la suprême contraction qui refuse le passage du pouvoir. C'est le suprême refus de l'ennemi. Eh bien, on m'a décontracté. Je me demande quel effet cela aura sur cette barrière ou cette couche de fer. Cela a dû être traversé comme le reste, à la mitraillette ou au jet sous pression du pouvoir divin, je suppose. Je l'espère. Mais vraiment, c'est quelqu'un, entre guillemets, qui ne plaisante pas. Tu te laisses faire ou tu casses. Et pourtant, on sentait une compassion, avec un grand C, divine, qui ne vous aurait pas laissé casser, qui savait au milligramme près ou au milliatmosphère près la pression supportable par le corps et son petit cœur inquiet. Point d'exclamation entre parenthèses. De plus en plus, on semble vouloir me démontrer pratiquement que la mort est une illusion créée par l'ennemi. On ne meurt que
si le suprême veut. Et aucune quantité de crise cardiaque, aucun signe médical n'est une preuve. C'est l'ennemi qui veut vous prouver que vous allez mourir. Et si sa preuve est bien faite et bien acceptée, on meurt carrément. Il y a un souvenir de la mort qui est l'arme la plus puissante de l'ennemi et qui doit être déracinée. Je me souviens que les électrocardiogrammes, disent les docteurs, gardent l'empreinte de crise cardiaque passée, même si des années ont passé. Il doit y avoir une empreinte de mort qui change la moindre babiole en maladie mortelle, alors que ce n'est pas mortel du tout. C'est l'empreinte qui est mortelle. Le médecin est le plus puissant confrère de la mort. La mort est là, constamment, et elle attend l'occasion. L'occasion peut être n'importe quoi. Il n'y a pas de maladie mortelle, il n'y a que des occasions. Des occasions, on pourrait dire, d'accepter le divin ou d'accepter la mort. Avec une certaine attitude de la conscience cellulaire, on descend du poteau de la mort comme si de rien n'était. J'ai vu cela. Je me souviens de la totale passivité de mère. Il n'y a rien que le divin sur lequel nous avons essayé de coller des inventions de mort. Tout dépend de la capacité de se laisser purifier des inventions raisonnables de la mort. Après-midi. On dirait que cette barrière s'est évanouie, du moins pour le moment. Il y a aussi une sorte de changement dans la composition de la conscience corporelle, matérielle, mais je ne saurais pas dire quoi. Comme si c'était plus transparent, plus nul, pourrait-on dire, et plus passif. Il faudra voir. Soir. Je suis arrivé à la conclusion que cette barrière, c'est le mental matériel. On pourrait dire un mental de la peur. Un premier mental dans la matière, celui qui organise et fixe l'expérience de l'espèce. Ceci est favorable, ceci est défavorable, ceci est dangereux, cela doit être fui ou attaqué. C'est une sorte de microscopique murmure ou trépidation dans la matière qui constamment allume ces signaux d'alarme et met en état d'alerte. Attention, ne fais pas. Ou attention, il faut faire. Attention, c'est dangereux. Et tout ce qui n'est pas inscrit dans l'expérience est un danger. Cela semble avoir d'innombrables ramifications dans toute la substance et jusque dans la matière, comme un microscopique réseau téléphonique, entre guillemets, qui vibre constamment et crispe et relâche. Et si l'on suit ce réseau ou ce minuscule grillage jusque dans ses racines, on arrive à une couche de fer irréductible. C'est non, en capital. Par-delà, c'est la mort. Mais en fait, ce grillage ou cette barrière est la mort même. Par-delà, c'est autre chose, un autre type de vie, justement défendu par les lois de l'espèce. Chaque fois qu'une espèce a muté, elle a dû traverser ce grillage de fer ou cette barrière. Sous quelle pression a-t-elle muté ? Il faut une pression. Quand sa vie ou son principe de vie est en danger, ou bien elle meurt, ou bien elle doit traverser la barrière en quête désespérée d'un autre principe de vie. Elle traverse la mort, entre guillemets, pour s'apercevoir que ce n'est pas du tout la mort, mais autre chose. Ce mental matériel, oui, ce mental de la peur ou de l'habitude, est le gardien de la prison qui veut vous faire croire que dehors c'est la mort, mais c'est lui la mort. Il n'y a pas de mort, il y a un passage à un autre principe de vie.
Si l'on peut traverser consciemment et volontairement la barrière, ce que seul l'homme peut faire, on mute nécessairement. La loi change, le principe de vie change. Ce que les hommes appellent la mort, le cadavre, c'est le triomphe du non. C'est une incapacité de traverser la barrière. Alors il faut recommencer et recommencer dans un autre corps jusqu'à ce qu'on trouve le truc ou non. Le truc ultime, c'est de muter matériellement dans le suprême. Alors il n'y aura plus de gardien et plus de loi. C'est lui le gardien, et il vous garde dans son amour et dans sa loi qui annule toutes les autres lois. La mort est morte, elle a fini son boulot évolutif. De truc en truc évolutif, elle vous oblige à aller jusqu'au suprême qui est sans mort, qui est la vie indestructible, là où il n'y a plus besoin de trucs et où la vie s'épanouit sans peur. La mort est le dernier truc du suprême pour vous conduire à la vie suprême sur la terre. Sinon, on resterait à jamais des petits hommes, des petits poissons ou des petits imbéciles. L'humanité en est peut-être au point où elle doit désespérément se mettre en quête d'un autre principe de vie ou mourir. Sri Aurobindo et Mère sont venus pour briser la barrière. Et personne ne s'en est aperçu. Je crois qu'un continent s'éclaire pratiquement. C'est comme une magie qui se défait. 5 novembre 1983. On croit que l'on a traversé et puis c'est autre chose. Vision. La nuit dernière, je me suis vu tout petit et très blanc. J'avais de l'eau jusqu'à la ceinture. Il y avait un rocher noir près de moi, et tout autour de moi, c'était une mer en furie avec des vagues monstrueuses qui venaient de tous les côtés. J'ai vu une de ces vagues, je ne sais pas, de 20 ou 30 mètres de haut peut-être, brunâtre, déferlante, avec une crinière d'écume qui se jetait sur moi. Mais il y en avait de tous les côtés. J'étais très petit et très blanc et seul là-dedans. J'ai répété « ma, ma, ma ». Je sais qu'une vague venait sur moi ou a passé par-dessus moi, et puis je ne sais plus, mais il me semblait que j'étais toujours vivant. Je n'ai pas été fracassé sur ce rocher. Cela semble correspondre à la situation. J'ai l'impression d'être au milieu d'une mer en furie. Je m'accroche à eux comme je peux. Ça voudrait tout déchiqueter. Une mer brunâtre, des forces déchaînées et ce petit corps blanc. Ce sera probablement comme cela jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Quand je regarde encore l'image, il y avait quelque chose d'assez hiératique et tranquille dans ce petit bonhomme blanc au milieu de la furie. Il n'avait pas l'air tellement troublé, en tout cas pas énervé. Il ne se débattait pas. Il était tout droit, là, simple. Quand j'y pense encore, il y a un fait physiquement étrange dans cette vision. Il y avait toute cette furie, ces vagues monstrueuses, une surtout que je voyais, qui venait de tous les côtés. D'habitude, les vagues ne vont que d'un côté, avec le vent. Et ce petit bonhomme, très blanc, aurait dû se trouver au milieu de vagues, ou au moins de clapots. Mais là où il était, la mer était unie, sans vagues. Il était nu jusqu'à la ceinture, et il y avait autour de lui, ou juste autour de lui, un cercle tranquille et l'eau calme qui ne giclait même pas sur lui. Cette furie était en dehors de ce cercle tranquille, mais elle semblait venir se jeter sur lui. Du moins, une de ces vagues monstrueuses.